Et je vais prier Emmanuel Legrand, Louise Magalhaes, Benjamin Amodric Duchaffault et Grégoire Loiseau de venir sur scène. Punition, je vais vous prier de vous présenter tour à tour parce que vous connaissez le sujet infiniment mieux que moi. Emmanuel Legrand. Bonjour, Emmanuel Legrand, magistrat de mon État depuis une vingtaine d'années, avec beaucoup de choses, un passage par la Commission européenne sur la preuve numérique en matière pénale, des missions à l'étranger et un retour en France depuis quelques années à Bercy, où je me suis occupée notamment des négociations du fameux règlement sur l'intelligence artificielle, et je suis désormais sur la régulation du cloud et l'économie de la donnée, dont le Data Governance Act et le Data Act. Louise Magalhaes. Bonjour à tous, donc moi Louise Magalhaes de OVH Cloud, donc fournisseur de cloud français. Donc je suis dans l'équipe stratégie de OVH et je m'occupe notamment de notre transformation via l'IA et de nos offres data et IA. Donc voilà, pour apporter une perspective aussi assez concrète à la fois de, on va dire, en tant qu'entreprise, nous, comment on est impacté, on peut se transformer, et aussi comment on voit par rapport à nos clients qui utilisent le cloud, et on sait que le cloud c'est un peu clé pour l'IA, pouvoir aussi offrir cette perspective-là. Benjamin Amodric Duchaffault, pardon. Oui. Bonjour, donc Benjamin Duchaffault, je suis avocat de formation, j'en connais certains aussi de Cyberlex très bien, et depuis maintenant 15 ans, je suis chez Google, et là en ce moment, directeur juridique adjoint en charge des contentieux et du regulatory. Grégoire Loiseau. Bonjour à toutes et à tous, pardonnez-moi, c'est mon micro qui était capricieux. Grégoire Loiseau, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je me revendique être un généraliste du droit privé. Je n'ai toujours refusé de me spécialiser. Et le défaut de spécialisation m'a conduit inévitablement à m'intéresser au numérique d'abord et à l'intelligence artificielle ensuite. J'y reviendrai peut-être dans ce débat. Il faut une approche transverse de ces problématiques. Et c'est à travers cette approche transversale que je consacre une partie aujourd'hui de mes travaux à ces questions. J'ai dirigé un ouvrage collectif sur le droit de l'intelligence artificielle. Alors je sens que la question viendra, est-ce qu'il y a un droit de l'intelligence artificielle? Faut-il en avoir un? Voilà. Et je termine actuellement un ouvrage sur numérique et droit du travail, dans lequel l'intelligence artificielle prendra une place conséquente. Je vais vous proposer un plan inverse par rapport à la table ronde précédente. Autant nous étions partis de la technique pour aller vers les risques auxquels le droit doit répondre. Je vais vous proposer de partir du droit pour aller vers son implémentation effective. En commençant peut-être par la colle de tout à l'heure sur l'article 5.1a du RIA, qui n'existait pas au temps très reculé où il a pu marier de faire un peu de droit. Emmanuel Legrand, c'est quoi l'article 5.1a ? Alors l'article 5.1a de mémoire, ça concerne les techniques subliminales qui vont être prohibées avec le règlement IA. Et je vous invite à considérer pour le coup le considérant 29 qui explique un petit peu la logique de cette interdiction. Mais pour revenir, je voudrais juste commencer brièvement en revenant à l'excellente question de Pascal Alix de tout à l'heure sur l'objet de l'IA. Et en réalité, le RIA, en fait, il y répond d'une certaine manière, mais de manière très prosaïque, puisque j'ai eu la chance de faire ces négociations pour la France, et y compris les négociations au comité de l'intelligence artificielle du Conseil de l'Europe, dont on a évoqué tout à l'heure la convention qui vient de sortir. Je voudrais vous parler de manière très prosaïque pour vous dire que le droit européen, c'est du droit, mais c'est pas que du droit. Et comme Pascal Alix l'a dit tout à l'heure, c'est aussi de la politique et c'est aussi de l'économie. Donc pour répondre à votre dernière interrogation sur qu'est-ce qu'il faut choisir justement entre développer l'IA, etc., le législateur européen, les 27 États membres et le Parlement ont fait le choix de ne pas choisir l'un contre l'autre, mais bien de faire des choix qui permettent de concilier un petit peu tout ça.
Je rappelle que le règlement IA, c'est une promesse politique de la présidente de la Commission européenne qui a été annoncée dès 2019 et donc bien avant la sortie du règlement en 2021. Il a été négocié par les 27 États membres pendant 1 an et demi. Il a été négocié entre les États membres et le Parlement pendant 6 mois. Je laisse ceci à votre sagacité. Il devrait effectivement être publié incessamment sous peu. Mon petit doigt m'a dit qu'on pourrait peut-être attendre la rentrée, mais tout ça reste au conditionnel. Donc, je vais peut-être m'arrêter là pour l'instant pour laisser la... Grégoire Loiseau, quels sont les grands principes qui doivent, du cadre légal et éthique de l'IA? Ce règlement, ça a été souligné tout à l'heure, a une ambition qui est une ambition qui est économique. Elle est portée par un libéralisme économique et l'une des préoccupations, c'est de ne pas freiner l'innovation, de soutenir même l'innovation technologique. Alors, les valeurs de l'Union, autrement dit, ces droits fondamentaux au regard desquels des réglementations, voire des interdictions de systèmes d'intelligence artificielle ont été conçus, ils arrivent, mais vous allez vite comprendre à mon ton que le règlement IA ne m'a pas encore convaincu, mais peut-être me convaincra-t-il à l'avenir. Ils arrivent en amont. La préoccupation première, c'est soutenir l'innovation technologique, c'est soutenir l'UE d'un point de vue économique comme étant une des régions qui permettent de dégager de l'emploi, de dégager des technologies mettant en œuvre l'intelligence artificielle. C'est une observation qui a été faite et on reviendra probablement sur la place du RGPD, puisque le RGPD n'est pas chassé par le règlement IA. L'approche qui a été adoptée, mais très, très caricaturalement, tout le monde la connaît, elle est dans les considérants elle-même, c'est l'approche par les risques, à la différence d'autres règlements ou directives qui appréhendent un objet juridique dans sa globalité. Le choix politique, il est politique, a été fait d'appréhender les systèmes d'intelligence artificielle sous l'angle des risques et de l'importance du risque qu'ils peuvent présenter dès leur conception jusqu'à leur déploiement, puisque c'est finalement le terme qui a été utilisé à la fin dans la version finale. On parle des déployeurs et non pas des utilisateurs. D'où une gradation des systèmes d'intelligence artificielle, ceux qui sont inacceptables au regard des valeurs de l'Union. Ils sont proprement interdits. On y reviendra probablement. Certaines interdictions sont à relativiser. À mon avis, il y a des trous dans la raquette. Et puis, deuxièmement, les systèmes dits à haut risque, qui présentent, comme leur nom l'indique, des risques importants dans leur application, mais dont je me plais à dire à mes étudiants, qui dit réglementé, dit autorisé. Donc, il faut bien avoir conscience de cette approche par les risques. La première impression à ouvrir ce règlement, on se dit, mais c'est formidable. Les systèmes d'intelligence artificielle vont être réglementés, sans doute. Mais si la réglementation ex ante et ex post est satisfaite, ces systèmes-là seront bel et bien appliqués. Et puis viennent ensuite des systèmes qui s'accompagnent d'une obligation de transparence. Ce sont ceux qui interagissent avec les humains dans leur mise en œuvre. Et puis tout le reste, peut-être librement commercialisé, peut-être librement appliqué. Donc, on voit que l'approche qui a été choisie, qui est une approche politique, qui est une approche économique, elle est évidemment juridique, puisque le règlement est un texte juridique, est une approche qui met à part des systèmes en raison de l'importance du risque, mais dont la philosophie est de considérer que tout ce qui n'est pas interdit et tout ce qui n'est pas réglementé peut être librement utilisé. Emmanuel Legrand. Oui, juste pour compléter, on a parlé de l'approche par le risque, donc j'y reviens pas parce que vous l'avez très bien résumé. Je voudrais juste donner quelques qualificatifs complémentaires pour qu'on comprenne bien la logique. Alors, vous parlez d'approche économique, je ne suis pas forcément tout à fait d'accord dans la mesure où il y a quand même un vrai équilibre qui a été recherché en tout état de cause par les négociateurs. C'est une législation produit, oui. Mais ça veut dire que c'est rédigé juridiquement comme une législation produit. Donc en réalité,
il n'y a pas forcément beaucoup de nouveautés, sauf pour le monde de la tech, et c'est pas moindre, mais la façon dont les règles juridiques sont rédigées sont clairement très inspirées de la rédaction, parce qu'il y a toute une légistique avec des règles de légistique européenne qui sont rédigées dans un esprit de législation produit, avec une approche au risque à la santé, à la sécurité et aux droits fondamentaux, ce qui est quand même assez important. La deuxième chose, c'est que c'est une législation horizontale. Comme vous le savez, ça concerne à la fois les secteurs publics et les secteurs privés, à certaines exceptions près, sur lesquelles je ne reviens pas, ça a été rapidement abordé tout à l'heure. Si ce n'est qu'on rappellera aussi qu'il y a quand même des règles de répartition entre le droit européen, la compétence européenne et la compétence des États membres qui justifient aussi un certain nombre d'exceptions. Le troisième objectif, j'ai entendu, je crois que c'est M. Alix tout à l'heure, qui a parlé de la neutralité technologique en disant que la machine n'est pas neutre. Et bien justement, le règlement IA a décidé de prendre une approche contraire, qui est le principe de neutralité technologique. Et c'est la raison pour laquelle on n'avait pas anticipé au départ de ce texte des notions telles que l'IA générative, qui n'est pas un concept technique, ou des General Purpose AI Models, puisque ce ne sont pas les modèles qui avaient été décidés qu'on avait décidé de réguler initialement, mais bien les systèmes qui sont placés sur le marché et qui, à ce moment du processus de mise sur le marché, devront répondre à un certain nombre de règles très précises. Ce que je voudrais simplement dire, c'est ce que ce n'est pas. Aussi peut-être pour démystifier au-delà de l'IA, mais démystifier aussi le règlement IA. Ce n'est pas un texte de procédure civile ou un texte de procédure pénale. Ça ne l'est pas. Vous avez un certain nombre de règles qui touchent, bien entendu, les libertés fondamentales et les moyens d'enquête et la justice notamment, mais de manière globale, ça n'est pas conçu comme, contrairement à une proposition de directive qui est actuellement sur la table des négociations, en termes de responsabilité civile extra-contractuelle de l'IA, ça n'est pas conçu comme cela. Ça n'est pas non plus un texte sur la protection des données, qu'elles soient personnelles ou non personnelles. Et j'insiste simplement sur une chose, si vous n'avez pas de données, vous n'aurez pas d'IA. Donc c'est effectivement un choix qui a été fait de promouvoir le développement de l'IA. La question du RGPD, on y reviendra parce que je pourrais y passer beaucoup de temps. Mais je vais simplement reposer la question de tout à l'heure. Mais terminez, et puis après, je poserai la question. Et je voulais simplement dire qu'effectivement, ça n'est pas un texte qui remplace les législations sectorielles qui existent déjà. Et dans la législation sectorielle, justement, pour faire votre transition, on inclut traditionnellement, du point de vue de la Commission européenne, ce qu'est le RGPD pour la législation sur les données personnelles, qui est conçue comme une législation dite sectorielle, y compris législation produit. Donc ce texte, c'est une couche supplémentaire qui s'ajoute, qui complète, mais qui ne remet pas en cause l'existence du RGPD. Et donc, si je comprends bien, Grégoire Loiseau, pour reprendre une question de tout à l'heure, le RIA ne rend pas caduc le RGPD. Il n'a jamais été aussi vivant. Et j'espère qu'il ne sera jamais aussi vivant qu'à partir du moment où la réglementation IA rentrera en vigueur. Moi, je veux bien, et je suis tout à fait d'accord avec vous, que c'est une législation produit, mais ce n'est pas comme ça qu'on nous la présente. On ne la présente pas comme une législation produit. La preuve en est d'ailleurs que, vous venez de l'évoquer, il y a 2 propositions de directives sur la responsabilité, dont l'une porte sur une révision de la responsabilité du fait des produits défectueux. D'accord, mais le premier texte qui rentrera en vigueur, qui va bientôt rentrer en vigueur, donc j'ai entendu que ça pourrait être la rentrée, mais en tout cas qui ne rentrera en application pour le coup qu'en 2026, c'est la première base de la réglementation sur l'intelligence artificielle. Alors, je ne perds pas de vue la question et j'y réponds immédiatement. L'article 2.7 du règlement IA lui-même prévoit l'application, ou du moins sa conciliation avec le RGPD. Alors, ça ne vaut que pour les systèmes qui utilisent, qui collectent, que sais-je encore, dans leur entraînement ou dans les données
collecter d'utilisateurs, je pense notamment dans les relations de travail, aux salariés, des données à caractère personnel, le RGPD, et là, je pense, le premier rempart de protection des droits fondamentaux, des protections des personnes, là où l'approche, mais j'en conviens bien, l'approche du règlement IA est différente. Et je pense qu'on va découvrir beaucoup de choses du RGPD à l'épreuve du règlement IA. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on a découvert le RGPD INSEE et percé, comme on dit, pour lui-même et en lui-même. Mais lorsqu'il va s'agir de l'articuler avec le règlement IA, on va en découvrir toute la richesse. Je prendrai un exemple et je me tais, ou du moins je passe la parole pour ne pas la monopoliser. Dans le RGPD, il est indiqué qu'une des bases juridiques, c'est le traitement nécessaire à l'exécution d'un contrat, ce qui, dans les relations de travail, est évidemment très pratique. En ce qui concerne la décision algorithmique qui peut être validée, ou du moins qui peut être réalisée sans intervention humaine, il y a des exceptions lorsque la décision algorithmique est nécessaire à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat, ce qui peut également être très intéressant dans les relations contractuelles en général et de travail en particulier. Eh bien, il y a des choses qu'on va pouvoir découvrir dans le nécessaire. Qu'est-ce qui est réellement nécessaire à l'exécution du contrat? Je prends un exemple et je m'arrête. À l'annexe 3, en ce qui concerne les IA à haut risque réglementées, sont visées un certain nombre d'applications dans les relations de travail, parmi lesquelles l'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle pour évaluer la performance ou le comportement des salariés. Je pose la question, est-ce nécessaire à l'exécution du contrat? Emmanuel Legrand, deux questions encore qui ont émergé dans la table ronde précédente. La vidéosurveillance et une décision du Conseil de l'Europe qui a été évoquée. Alors, je vais peut-être évacuer celle du Conseil de l'Europe. Donc, celle du Conseil de l'Europe, effectivement, on a évoqué tout à l'heure une convention sur l'intelligence artificielle, la démocratie, pardonnez-moi, j'ai un trou, l'état de droit, et il me manque un vocable, mais c'est pas grave, ça va me revenir. Enfin, avec un angle beaucoup plus évidemment dans le libellé axé sur les droits de l'homme au regard de la compétence du Conseil de l'Europe. Cette convention, elle a été négociée à la suite d'à peu près 2 ans de réunions de groupes d'experts qui ont travaillé sur la manière dont on pourrait appréhender la régulation de l'IA. Et les négociations ont commencé en 2022. J'ai eu aussi la chance d'y participer pour la délégation française. Ça a été compliqué, y compris notamment au regard des engagements des États membres qui étaient en train de se faire dans les négociations sur le règlement IA. Mais au final, les deux textes sont a priori compatibles et la Commission européenne était là. Donc je rassure d'ores et déjà les juristes qui voient déjà la multiplication et l'accumulation des textes. A priori, les deux seront compatibles. Mais cette convention du Conseil de l'Europe, elle va être intéressante parce que, bien entendu, il n'y avait pas que les États européens, loin de là. Et il y avait aussi au cœur des négociations des pays comme les États-Unis, le Canada, Israël, pour ne nommer que ceux qui ont quand même aussi pas mal de développements technologiques intéressants, le Japon, le Mexique et un certain nombre d'autres pays qui ont activement contribué. Sur la vidéosurveillance, alors je pense qu'il faut d'ores et déjà pas confondre la vidéosurveillance et le traitement algorithmique des images de vidéosurveillance. Donc là, sur le règlement IA, on est effectivement sur une prohibition dans l'article 5 du développement et de l'utilisation au sein de l'Union européenne de l'intelligence artificielle par les forces de sécurité, law enforcement, à des fins, sauf exception, dans le cadre de l'identification biométrique en temps réel, à distance, dans des espaces accessibles au public. Chaque mot compte, donc je me permets de vous inviter à lire précisément le texte final, dans la mesure où un espace accessible au public n'est pas, par exemple, un espace public au sens français du terme, nécessairement. Et de la même manière, l'identification biométrique a fait l'objet de beaucoup de débats, comme vous pouvez l'imaginer,
au cours de ces négociations, même si ça a été un petit peu évacué à la fin par l'actualité ChatGPT et l'IA générative, mais ça représente quand même un sujet majeur de ce règlement qui prévoit un certain nombre d'exceptions très limitées, très encadrées, notamment avec une autorisation judiciaire préalable ou d'une autorité indépendante pour l'utilisation de l'IA dans l'espace public à des fins de sécurité. En revanche, je me permets de faire une petite incise dans la mesure où on ne parle bien que de l'identification biométrique, puisque comme vous le verrez dans le texte, ou vous l'avez déjà vu, il ne faut pas confondre l'identification biométrique avec la catégorisation biométrique et l'identification biométrique étant elle-même soit en temps réel à distance, soit en temps pas réel a posteriori. Donc soit c'est interdit, ce qui est dans le cadre du temps réel, soit c'est à haut risque. Donc dans les deux cas, il y a effectivement, je vous rejoins, il y a un encadrement, soit c'est autorisé avec un encadrement, soit c'est purement et simplement interdit, sauf exceptions très limitatives qui sont quand même très encadrées. Est-ce qu'on pourrait prendre quelques exemples? Parce que si je détecte un mouvement de foule inattendu à cause d'une explosion possible d'une bombe, ça, il me semble comprendre que c'est admissible. Alors, c'est le cas de la loi JO dont on a beaucoup parlé du 19 mai 2023. Peut-être vaut-il mieux le redire dans cette salle, même si je pense que tout le monde est averti. Cette loi ne prévoit pas de reconnaissance faciale et l'interdit strictement. C'est dans l'article 10. Je pense qu'on peut difficilement être plus clair. Et effectivement, les mouvements de foule ne sont pas considérés comme une identification biométrique, au sens où je ne compare pas une identité d'une personne à un fichier pour déterminer quelle est son identité. Donc, je ne vous cache pas qu'il y a encore des incertitudes sur la manière dont d'autres concepts que l'identification biométrique dans le règlement vont être appliqués. Il y a beaucoup d'actes d'exécution pour les spécialistes du droit européen, beaucoup d'actes délégués et beaucoup de lignes directrices qui vont devoir aussi être édictées par la Commission européenne avant ou en tout cas concomitamment à l'entrée en vigueur, qui vont devoir venir préciser un certain nombre de concepts. Mais en tout état de cause, les mouvements de foule ne sont pas interdits par le règlement IA. Et si une caméra filme un crime, un viol, un meurtre, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Alors là encore, il y a la mise en œuvre des caméras, ce n'est pas l'objet du règlement IA. Non, d'accord, mais est-ce que l'IA peut générer une alerte à partir de ce qui est filmé? Ce qui est interdit dans le règlement IA, c'est l'identification en temps réel. Donc si ce n'est pas en temps réel, c'est autorisé mais régulé dans l'annexe 3, en l'occurrence, du règlement IA. Donc, il y a des règles à respecter. En revanche, j'insiste à nouveau sur le fait que ce n'est pas un texte de procédure pénale. Donc, ça ne va pas empêcher les législateurs nationaux de cadrer la chose d'un point de vue strictement de l'enquête. Ça va cadrer la chose du point de vue de l'utilisation d'un produit d'IA qui va rentrer sur le marché de l'Union européenne. Sans guerre de transition, Benjamin Duchaffault, dans ce qui est du cadre non pas légal mais éthique, vous avez chez Google une réflexion éthique depuis, me disiez-vous, 2018 ou 2019 ? Alors oui, effectivement, depuis 2018, il y a une réflexion chez Google sur effectivement l'usage de l'IA. Et j'en profite juste pour rappeler que on parle beaucoup de ChatGPT, il y a aussi d'autres outils, je ne vais pas m'appuyer, mais il y a Google Gemini. Mais ChatGPT, d'ailleurs, ça rejoint ce que disait Emmanuel Legrand, c'est que la face, finalement, c'est que la face ouverte ou la face visible de l'IA. Toute technologie de surveillance qui sont fondées sur l'IA, il y a énormément de technologies qui sont fondées sur l'IA, et ne serait-ce qu'il y a quelques exemples là d'outils que vous utilisez tous très souvent depuis longtemps, les filtres anti-spam, c'est fondé notamment sur l'IA, ou enfin le machine learning. Les fonctionnalités de recherche de vos photos, vous tapez un mot-clé, vous retrouvez des photos, c'est du machine learning. Donc, énormément de produits sont imprégnés d'IA depuis assez longtemps, et c'est ce que, effectivement, Google s'est aperçu dès 2018 en disant maintenant, on est ce qu'on appelle AI First Company, c'est que dans chaque catégorie de produits et de services, il y a une composante IA
ou une problématique IA qui est susceptible d'intervenir. Et qui dit technologie de rupture, qui dit technologie avec de formidables opportunités, dit aussi risque. Et effectivement, il y a une démarche intéressante, je ne vais pas non plus passer trop de temps là-dessus, mais on va dire, régulation, avant même la régulation européenne, sous forme de ce qu'on appelait les AI Principles, désolé pour l'anglais, mais donc c'est une sorte de charte éthique interne qui indique finalement au monde entier, donc on s'engage auprès des utilisateurs, à faire en sorte de respecter certains principes. Donc l'IA, je le cite notamment, il y a 7 principes qui sont en ligne, vous les regarderez, mais notamment, j'en ai révélé 3 qui me semblaient intéressants, c'est que ça doit être socialement bénéfique, c'est le principe qui a été énoncé, doit profiter à tous. Il y a également la composante de contrôle, donc l'IA doit rester sous le contrôle humain, ça c'est important, effectivement ça a été déjà identifié comme un facteur de risque. Et l'IA, on parlait du RGPD, doit respecter bien entendu la vie privée. Et il y a également aussi des recommandations sur ce que l'IA ne doit pas être. Et je trouve ça intéressant par rapport au préambule de l'IA Act qui a été évoqué par le professeur Loiseau. Il était déjà énoncé en 2018 qu'il n'y a pas d'IA au service des technologies qui peuvent causer préjudice aux populations, donc l'armement par exemple. Pas d'IA au service de technologies de surveillance, on parlait de la surveillance en temps réel, des populations qui seraient en violation, alors ça c'est peut-être là je trouve intéressant, en violation des normes internationales. Donc en violation, donc en tant que telle, la surveillance est peut-être n'est pas interdite, mais elle devient si c'est en contradiction avec les principes, les libertés fondamentales ou les droits de l'homme. Donc voilà, donc quand on fait le parallèle avec le préambule, le professeur Loiseau l'a déjà rappelé, le préambule de l'IA, c'est assez similaire, et je trouve que c'est une démarche intéressante en fait où les conceptions, on va dire, privées qui viennent de l'industrie et les conceptions du régulateur se rejoignent quand même assez fortement, contrairement à d'autres secteurs où on peut avoir des positions antagonistes. Ici, il y a un exemple intéressant, je trouve, où on se rejoint. Et je citerai une phrase de notre président qui a dit que l'IA est trop importante pour ne pas être régulée. Donc ça, c'était clair et ça a été démontré. Et aussi trop importante pour ne pas être bien régulée. Donc là, on va parler de l'IA Act. Est-ce qu'effectivement, l'IA Act appréhende tous les risques et donne des solutions appropriées? Alors, effectivement, on va parler des enjeux de conformité, on va dire, mais avant cela, une question qui me vient en vous écoutant, en fait, je ne sais pas, professeur Loiseau, est-ce qu'il est prématuré de parler du rôle de l'autorégulation en matière d'intelligence artificielle? C'est-à-dire que ce qu'on a vu sur le débat aujourd'hui, c'est en gros, donc effectivement, Google... alors, je ne sais pas si Google spécifiquement l'a dit, mais j'ai beaucoup entendu chez OpenAI qu'il faut que le grand risque, c'est l'open source. Parce que l'open source, n'est-ce pas, n'est pas policé, ne peut pas être fermé. Un modèle open weight peut être dévoyé comme on veut, et du coup, ça peut être laissé ouvert à n'importe quoi, alors que les grands acteurs de l'IA auraient... cette sagesse naturelle qui les pousserait à s'autoréguler. Est-ce qu'il y a une doctrine en la matière déjà qui s'ébauche peut-être? La doctrine en matière d'IA est encore prématurée. D'autorégulation. Oui, est encore prématurée, mais on peut faire un parallèle tout à fait éloquent avec le numérique, où on a vu l'emprise de la régulation. Alors, juste en termes de sémantique, c'est vraiment pas pour vous faire injure, mais il y a parfois des confusions. La régulation, c'est la norme de recommandation, c'est la norme souple, ce qu'on appelle parfois la soft law. Les détracteurs parlent de droit mou, comme on voudra, par rapport à la réglementation, qui est le droit qu'on connaît tous, le droit romano-germaniste, le droit qui est prescriptif, peu importe qu'il soit impératif ou supplétif. C'est juste parce que parfois, il y a, sur le point de vue sémantique, on ne sait pas trop ce qui est régulé. Aujourd'hui, c'est un terme à la mode, on régule tout. On régule tout, ben non, on est dans un état de droit. Et dans un état de droit, on réglemente. On ne régule pas. La régulation, autrement dit, est un complément. C'est un adjuvant. Alors, pour répondre à votre question, la régulation a été, je crois, très utile quand on n'avait pas de texte sur l'IA. Elle a permis de détecter, sous l'angle de l'éthique, un certain nombre de recommandations. C'est-à-dire que Google a été en avance de phase. Oui, mais il n'y a pas eu que Google. 12 novembre 2021, il y a une charte magnifique de l'UNESCO sur l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle. Elle est magnifique, cette charte. Elle est passée d'ailleurs... un peu à la trappe. Bah, pas à la trappe, mais elle n'a pas eu la publicité qu'elle aurait mérité d'avoir. Donc,
ce que je crois, c'est qu'une fois qu'on est au stade de la réglementation, et ça y est, on y est, la régulation a également sa place, comme je dis, comme accompagnement, et le parallèle avec le RGPD le montre. On verra tout à l'heure le rôle de la CNIL en tant qu'autorité de régulation, et elle est extrêmement utile pour accompagner la mise en œuvre, l'application du RGPD. Je pense qu'on peut attendre la même chose pour le règlement IA. Je termine avec le cœur de la question. L'autorégulation, ne nous privons pas que les acteurs économiques majeurs adoptent eux-mêmes des règles vertueuses d'autorégulation. Mais c'est peut-être une crainte infondée, mais je préfère la crainte que de l'avoir infondée. Je ne m'en remettrai pas qu'à l'autorégulation. C'est-à-dire que en supplément d'âme, en supplément de règles, qui est de l'autorégulation, oui, mais ce n'est pas un grief que je fais à Google ou à quelque acteur que ce soit. Vous êtes des opérateurs économiques, vous êtes là pour faire du profit à partir de ces technologies. Donc c'est complètement normal dans votre activité économique que l'autorégulation soit compatible avec l'objectif qui est le vôtre, qui est de faire du profit. Donc ce n'est pas un gros mot dans ma bouche que de dire la régulation et l'autorégulation ne sont pas en soi suffisantes. Mais je crois que c'est tout à fait utile, oui. Benjamin Duchaffault, donc comment vivez-vous cette articulation entre l'autorégulation et les nouvelles exigences de mise en conformité avec le RIA ? Alors, mais comme je disais tout à l'heure, je crois qu'on est complètement en phase. Google a publiquement salué l'approche par risque, qui est le règlement IA, et qui est une approche, à notre avis, très, très pragmatique et assez flexible pour permettre à la fois un développement économique. Il ne faut pas oublier que l'Europe aussi veut favoriser elle-même aussi l'émergence de technologies d'intelligence artificielle pour effectivement faire émerger des champions européens et justement ne pas être trop dépendant de l'hégémonie entre guillemets d'autres opérateurs. Donc oui, on est totalement fan. Je pense que ça se complète et surtout c'est deux choses différentes. Il y a à la fois la réglementation qui s'impose et qui est impérative, et puis en plus une politique propre à chaque opérateur qui peut, avec ses règles éthiques, décider, par exemple, comme l'a décidé Google, de ne pas travailler sur des technologies d'intelligence artificielle liées à l'armement. Bon, ce n'est pas forcément interdit par le règlement, mais des entreprises comme Google s'interdisent de le faire. Emmanuel Legrand. Oui, c'est très intéressant ce débat entre la régulation et la réglementation, parce que je me permets aussi de rappeler aussi, parce qu'il y a aussi ce débat entre l'Europe a choisi une approche et les États-Unis ont choisi une autre approche et la Grande-Bretagne a choisi une autre. Mais sauf que le droit anglo-saxon, pour l'instant, il n'est pas, effectivement, c'est pas de la réglementation. Sauf qu'en Europe, qu'on le veuille ou non, c'est l'approche historique qu'on a, c'est de réguler par la règle de droit qui doit être imposée par le haut. On aime ou on n'aime pas, mais je pense que c'est aussi important de comprendre la différence d'approche qui peut exister entre l'Europe et le reste du monde. Et dernière chose, pour faire un petit peu le lien entre les deux, du coup, je rappelle aussi quand même que dans le règlement IA, il y a quelque chose qui s'appelle les codes de conduite volontaires. Donc en plus de ceux qui auront à être régulés par le haut, si je puis dire, parce qu'ils sont à haut risque, les systèmes à haut risque, il y a aussi pour les autres ne sont pas en reste puisqu'on invite les États membres, et donc ce sera l'une des missions du fameux AI Office, le bureau de l'IA européen, de mettre en œuvre ces codes de conduite volontaires pour voir dans quelle mesure on peut aussi ne pas se limiter à réguler ce qui est strictement régulé dans le règlement, mais je pense notamment à tout ce qui est environnemental. Il y a aussi une réflexion qui va être menée par ce biais, parce que ça n'est pas stricto sensu régulé dans le règlement IA, mais ça pourra aussi passer par ces codes de conduite. Louise Magalès, de votre côté, sur les enjeux de conformité. Oui, donc, alors nous, peut-être je vais juste rappeler un peu notre positionnement OVH Cloud dans la chaîne de valeur, juste pour comprendre par rapport à l'IA Act qu'on suit, voilà, comment nous, on peut réagir à ça. Donc nous, je pense à la différence de Google, c'est vrai qu'on n'est pas éditeur de logiciels, éditeur de modèles, donc on ne crée pas de modèle d'IA. On est, comme je disais, un opérateur du cloud où on donne accès à nos clients à une infrastructure. Mais ce qui est vrai, c'est que sur l'IA, on se positionne aussi en tant que fournisseur de modèles d'IA, donc qui ne sont pas, nous, des modèles qu'on a créés, mais on facilite l'accès. Et ça, c'est aussi nos enjeux de démocratiser l'accès à l'IA auprès de nos clients. Donc on leur donne finalement accès à
un certain nombre de modèles, que ce soit des LLM dont on a beaucoup parlé avant, mais pas que, hein, tout type de modèles, même des modèles plus simples. Donc on va dire que nous, notre enjeu, c'est aussi par le choix des modèles qu'on va proposer, de s'assurer que ce soit des modèles qui, aussi pour l'usage pour lequel ils ont été créés, ne soient pas à l'encontre de ce qui est décrit dans l'IA Act. Mais voilà, on ne peut pas forcément aller plus loin que ça. Et aussi peut-être pour répondre à l'open source, parce que vous en aviez dit un mot, nous on est plutôt en faveur de l'open source. D'ailleurs, les modèles qu'on met en avant, c'est beaucoup des modèles open source, pas que, hein, on propose aussi des modèles propriétaires, mais on est plutôt justement pour ces modèles qui offrent une plus grande transparence sur la façon dont ils ont été construits. On a pas mal parlé, je pense, sur la table ronde précédente, de dire que c'était un peu une boîte noire, les réseaux de neurones. Et donc, justement, on pense que la communauté open source va faire en sorte que ces modèles soient plus transparents et qu'on comprenne mieux la façon dont ils fonctionnent. Donc, c'est plutôt ça notre positionnement sur ce sujet. Est-ce que le RIA va vous obliger à modifier des choses dans votre organisation ou vos projets ? Oui, dans le sens où, oui, forcément, il faudra qu'on soit plus à la fois attentif à ces modèles qu'on propose aux clients, et on va dire, nous aussi, pour l'usage et les cas d'usage qu'on va développer en interne, parce que comme toutes les entreprises, comme nos clients, comme les clients, je pense, de Google, et comme les institutions aussi publiques, on regarde comment on peut utiliser l'IA pour nos différents métiers, hein, que ce soit pour c'est dans tous nos métiers. Et c'est sûr que forcément, on a dans nos équipes juridiques des personnes qui vont regarder de près pour être sûr que les usages internes qu'on va développer soient complètement en accord avec l'IA Act. Donc c'est certain que oui, ça demande de faire quelque chose qu'on ne faisait pas avant, ça c'est certain. Ouais. Et de votre côté, Benjamin Duchaffault ? La particularité de ce règlement, il me fait un petit peu penser, alors je parle sous le contrôle du professeur Loiseau et de aussi ma voisine, mais on parle d'approche par risque, et c'est un petit peu aussi comme le RGPD, où on est passé d'une logique de déclaration, autorisation, à une logique finalement d'auto-analyse avec une évaluation par l'entreprise des risques que ça peut présenter. Donc c'est effectivement un changement de paradigme. Et derrière, en revanche, la contrepartie, c'est des contrôles accrus, une surveillance plus importante, avec à la clé des amendes beaucoup plus importantes en cas de violation. Et donc l'IA, c'est un petit peu, effectivement, ça oblige à faire une analyse en fait des risques et de pouvoir identifier en interne, grâce à des procédures mises en place et de contrôle, ce qui peut relever d'une IA à risque très élevé, des IA à risque moins élevé et enfin de celles qui ne présentent aucun risque particulier. Donc là, c'est un peu la logique qui implique en interne un changement de process et de contrôle aussi, mais finalement c'est une logique qu'on connaît déjà avec d'autres réglementations que le RGPD. Pardon. Il y a 4 thèmes qui ont émergé dans la table ronde précédente que je vais vous proposer tour à tour, les solutions techniques, l'environnement, les questions de souveraineté et les enjeux sociétaux, et enfin le droit d'auteur. Mais là encore, s'il devait en émerger un 5e, je vais commencer par le watermarking, qui était la question irrésolue de la table ronde précédente, et qui fait partie, avec les guardrails, autre nom très français, de ces solutions techniques que vous pouvez apporter. Est-ce que c'est sans doute d'abord par vous que se pose la question, Benjamin. Est-ce qu'on peut apporter des solutions techniques avant même la réglementation aux problèmes qui ont été soulevés par la première table ronde? Alors oui, le watermarking, il y a des outils qui existent déjà, j'en parlerai peut-être juste après, mais effectivement le principe, c'est assez intéressant, c'est qu'on dit souvent que l'IA effectivement peut introduire non seulement des biais, mais aussi être un outil de désinformation massive, ce qui est possible. On parlait de vidéos artificielles, de voix artificielles, et le principe du watermarking, en fait, c'est de dire attention, c'est de renverser finalement le principe et de dire ce que vous regardez, c'est généré par l'IA.
Et donc identifier en amont en disant, voilà, on ne dit pas que c'est dangereux, on ne dit pas que c'est faux, mais attention, ce n'est pas un contenu réel, c'est un contenu au mieux qui est virtuel et au pire peut-être qui est faux et qui est complètement inexact, mais c'est généré par l'IA. Et c'est l'objectif effectivement de certains outils. Alors il y a SynthID, qui est un outil qui a été développé. Vous pourrez avoir plus de détails en ligne, mais ce n'est pas le seul. Il y a d'autres initiatives aussi de l'industrie qui consistent finalement à permettre d'identifier à l'origine les contenus qui seraient générés par IA. Alors quand c'est des contenus qui proviennent des outils Google, c'est assez facile, ils sont à l'origine marqués, mais quand c'est des contenus qui circulent en ligne, l'avantage de cet outil, c'est qu'il permet d'identifier et que l'utilisateur soit informé de cette caractéristique qui est essentielle avant même qu'il puisse lire ou visionner le contenu. Et voilà, donc c'est des outils. Il y a sûrement des protocoles, parce qu'il faudra trouver un standard. Hein. Notre collègue parlait tout à l'heure de VHS et Betamax. Peut-être que ce ne sera pas ce standard-là qui sera adopté dans le watermarking. Il y aura sûrement peut-être d'autres standards. Mais ce sont en tout cas des recherches, des initiatives qui sont sur la table et dont on encourage évidemment l'utilisation. De votre côté, du côté des solutions techniques, alors vous ne pouvez pas imposer alors guardrails, je ne sais vraiment pas comment dire, mais des guardrails au modèle que vous proposez. Mais peut-être sur les modèles, vous pouvez exercer une surveillance sur le fonctionnement des modèles open source dont vous proposez les services? Alors, je pense que oui, nous, effectivement, comme on est sur des couches plus basses, ça va un peu moins... Ça va un peu moins s'appliquer. Je dirais que sur la partie, tout ce qui est les risques liés au contenu, sur tous les sujets de droits d'auteur ou de fake news, la façon dont nous, on va être impliqués, c'est... plus aussi parce qu'on est hébergeur de site web, ça va plus être s'il y a du contenu il faut qu'il y ait un signalement du contenu détecté qui est illicite, qui n'est pas conforme à un droit d'auteur. On va recevoir un signalement et après on est dans l'obligation d'agir en tant qu'hébergeur de site web, mais on ne va pas procéder en fait à un contrôle. C'est plus en cas de signalement, on se doit de réagir vite. Et dans ce cas-là, effectivement, si on se dit qu'avec l'IA, le nombre de signalements augmente, à nous d'être préparés pour être capables de mieux gérer ce flux de demandes entrantes. Mais on va jamais aller regarder ce que font nos clients sur nos serveurs. Donc on ne pourra pas avoir ces informations. Alors qu'au contraire, les services de Google s'étendent sur toutes les couches, si j'ose dire, du plus profond au plus élevé. Et du coup, est-ce qu'il y a une question qui se pose sur la responsabilité de l'hébergeur à laquelle faisait allusion Louise Magalès, qui est que à partir du moment où vous générez une réponse, au lieu de pointer vers un site web qui héberge une information licite ou non, est-ce que votre responsabilité évolue chez Google ou vous semble destiné à évoluer? Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Oui, alors, peut-être sur l'aspect, alors je reprendrai votre question, mais sur l'aspect peut-être, pour rebondir sur ce que dit ma collègue, sur l'aspect signalement de contenu illicite, ce qu'on appelle aussi modération de contenu. L'IA, et ça c'est quand même important, permet de modérer les contenus, que ce soit des vidéos ou des contenus textuels racistes, antisémites, haineux. Et l'IA est une formidable avancée pour justement filtrer en amont ce genre de contenu et éviter justement derrière des responsabilités peut-être et potentielles d'hébergeurs. Et ces techniques-là sont utilisées depuis longtemps, que ce soit sur YouTube. On a des systèmes d'identification de vidéos qui s'appellent Content ID qui permet de détecter en amont, avant même qu'elles soient diffusées, des vidéos potentiellement violentes ou qui mettent en scène, je ne sais pas, des enfants. Et donc, l'IA permet justement de détecter en amont et c'est quand même une avancée assez importante. Ce que va changer, à mon avis, maintenant avec le règlement, et c'est lié aussi au DSA, donc le Digital Service Act, c'est que, et d'ailleurs là, il y a un petit peu aussi des corrélations avec l'IA, c'est qu'on interdit aux plateformes, lorsqu'il y a des contenus qui sont retirés automatiquement et qui sont derrière contestés, donc si quelqu'un conteste le fait que son contenu a été retiré, il estime qu'il devrait rester en ligne, ou vice-versa, s'il veut mettre en place un contenu qui a été retiré automatiquement, on impose aux plateformes d'avoir un contrôle humain. C'est-à-dire que l'IA peut automatiquement retirer et filtrer,
Mais derrière, en cas de contentieux, en cas d'appel, c'est pas des appels, c'est pas des contentieux devant les tribunaux, c'est des appels en ligne sur la plateforme. Là, on impose un contrôle humain. Donc, c'est intéressant de voir effectivement la corrélation entre l'IA et aussi l'intervention manuelle. Il n'y a jamais de technologie purement 100% automatique, purement gérée par l'IA. Il y a toujours une combinaison d'automatisation et de contrôle manuel, d'intervention humaine. Alors, pour revenir effectivement au sujet de responsabilité, j'ai essayé de réfléchir à la réponse en parlant ça, parce que vous me posez une colle. C'est sûr que là, avec l'IA générative, qui est encore une fois un peu la face émergée de l'iceberg, dans la mesure où il y a une réponse qui est fournie, on pourrait, si je me faisais l'avocat du diable, entre guillemets, dire qu'effectivement, vous êtes éditeur, puisque vous générez une réponse, vous ne faites pas que diriger vers un contenu, vous générez une réponse qui potentiellement, effectivement, peut entraîner une responsabilité. Bon, après, en pratique, voilà, si on obtient une réponse fausse, on peut toujours s'en prendre au fournisseur de l'outil, mais je ne suis pas certain qu'en pratique, les conséquences soient très importante et que ça me paraît encore une question assez théorique finalement. En tout cas, elle n'est pas dans le RIA, Emmanuel Legrand. Alors non, et finalement cette question et la réponse que mon voisin vient de donner m'incite peut-être justement à vous expliquer précisément pourquoi en fait ce n'est pas dans le RIA, justement parce qu'il y a énormément de questions qui en découlent. Et comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, alors ChatGPT a été commercialisé en novembre 2022, si ma mémoire est bonne. Donc on a commencé à parler du terme IA générative à ce moment-là. Les négociations entre les 27 États membres étaient terminées. On attendait de commencer à négocier avec le Parlement, qui s'est saisi très opportunément de cette question, mais ça n'était pas l'objet initial du règlement. Pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure, parce qu'on avait adopté depuis le départ, depuis la proposition de la Commission jusqu'aux négociations entre les États membres, une approche dite de neutre face à la technologie, justement pour éviter d'avoir à réagir au coup par coup sur telle ou telle technologie. Est arrivée la publicité ChatGPT, parce que bien évidemment ChatGPT n'est pas né en un jour, et ses concurrents non plus. Ce qui a un peu perturbé les débats, ce qui a même beaucoup perturbé les débats, et effectivement la question du watermarking et toutes ces questions de propriété intellectuelle, bien entendu, se sont posées à nous au niveau européen, sauf que, encore une fois, les réponses, le watermarking, d'après les éléments qu'on avait à l'époque, en tout cas, effectivement, il n'y a pas forcément de solution encore très stable en l'état du développement des technologies. Donc c'est pour ça qu'en fait les régulateurs européens ne sont pas allés plus loin. Ça ne veut pas dire qu'ils ont dit il ne faut absolument pas réguler les aspects de propriété intellectuelle. Ça veut simplement dire que les 27 et jusqu'au Parlement, en tout cas les 27 États membres avaient considéré que ce n'était pas le bon lieu et le bon moment pour se précipiter à réguler, en plus de tout le reste qui était déjà quand même assez conséquent, des droits très spécifiques comme celui-ci, parce qu'il y a aussi une autre enceinte pour discuter de ces questions, c'est la directive de 2019. Soyons très clairs, c'est aussi une hypothèse sur le droit d'auteur. Donc effectivement, la question s'est posée de savoir de quelle manière il faut discuter de ces questions. Mais bien évidemment, je ne connais pas un acteur qui se soit dit qu'il ne fallait pas ouvrir ce sujet. Donc il y a des discussions sur l'IA générative spécifiquement qui se posent depuis lors au G7 notamment, et dans d'autres enceintes que l'Union européenne. Ça ne veut pas dire que l'Union européenne ne va pas réguler cet aspect, ça veut juste dire qu'on avait effectivement à l'époque perçu la complexité des sujets qui en découlaient, et donc les législateurs ne voulaient pas réguler ce sujet important sur un coin de table au détour du règlement qui maintenant, comme vous l'aurez compris, ne visait pas spécifiquement l'IA générative. Et maintenant, il y a peut-être, je dirais pour caricaturer un peu, un mini-règlement dans le règlement qui concerne les règles sur les modèles dits de General Purpose AI Models. Je fais peut-être un petit cocorico, si je peux me permettre, simplement pour dire que j'invite aussi
que ça intéresse à regarder la version présidence française 2022, vous vous apercevrez qu'entre la proposition initiale de la Commission et la version finale du Parlement, il y a quand même beaucoup de choses qui sont fortement inspirées du travail qui avait été fait au niveau des États membres. Et notamment, il y avait la notion de General Purpose AI System qui avait été introduit bien avant l'annonce de ChatGPT, qui a été rebrandé, si je puis dire, avec les négociations avec le Parlement européen. Mais en tout état de cause, c'était précisément pour ces systèmes d'IA dits à usage générique ou général, comme on veut. Et on ne savait pas à l'époque que ChatGPT allait sortir, mais en l'occurrence, on l'a fait. Ça nous semblait juste parce que la présidence d'avant nous, les Slovènes, avait exonéré totalement ces modèles de toute réglementation du RIA. Donc je ne sais pas si des gens ici s'en souviennent, mais il y a quand même un historique qui est assez intéressant aussi vu de maintenant. Grégoire Lazo. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, il y a eu un enchaînement de normes avec une accélération de la production de l'Union européenne qui conduit à ce que s'imbrique aujourd'hui le RGPD, le règlement sur les services numériques, le Digital Services Act, pardonnez-moi, sur les contenus illicites, la directive de 2019 qui a été transposée par ordonnance sur le droit d'auteur. Et voilà, et maintenant il faut mixer tout ça. Moi, je vous rejoins complètement sur le fait que le règlement IA, c'est une architecture qu'il s'agira ensuite de compléter et qu'il est préférable, en tout cas de mon point de vue, d'aller du général vers le particulier que de mêler le général au particulier. Là, on a un texte général, une armature qui n'empêche pas, je ne sais pas si on y reviendra, mais je l'indique, qui n'empêche pas de faire mieux. On n'a pas forcément identifié l'article 2.11 qui permet aux États membres d'adopter par législation, par voie réglementaire ou par accord collectif des dispositions plus favorables lorsqu'il s'agit de travailleurs que celles du règlement IA. Donc il y a une possibilité qui est ouverte aux États membres ou aux acteurs, aux partenaires sociaux des États membres de faire mieux ou en tout cas plus protecteur que le règlement. Mais je reviens à mon propos, c'est un règlement qui se veut effectivement général, sur lequel a été rajoutée la question de l'IA générative qui n'avait pas pu être anticipée en 2019 lorsque le règlement a commencé à être réfléchi, à être pensé. Et puis, on va voir les pièces s'ajouter. Les directives sur la responsabilité des produits défectueux, sur la responsabilité extra-contractuelle, peut-être un texte sur le droit d'auteur quand le moment sera venu. Voilà. Je pense que on est dans un emballement et même si l'Union européenne est une grosse productrice de normes et que la Commission européenne arrive à accoucher de normes dans un temps record, enfin dans un temps impressionnant, il faut bien le dire, il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas trop anticiper. Alors là, c'est mon côté juriste conservateur, hein. Vous savez qu'on dit toujours, et surtout des professeurs de droit, qu'ils sont vraiment pénibles parce qu'ils ont toujours un train de retard. Mais c'est bien d'avoir un train de retard. C'est bien d'avoir un temps de retard, c'est-à-dire laisser le fait avant de l'appréhender par le droit. Alors, en ce qui concerne l'IA, je suis d'avis que c'est bien que le droit accompagne le fait. Mais oui, je suis d'accord, que le droit accompagne le fait, mais pas le précède. Pas le précède, parce que le risque, c'est de légiférer pour rien, de légiférer à côté, et puis de légiférer avec des trous. Et je terminerai par ça. N'oublions pas qu'on est dans une conception qui est la conception romano-germaniste. Ce qui n'est pas interdit est autorisé. Autrement dit, si on laisse des trous, ça sera possible. Ce n'est pas forcément une bonne approche. Autre sujet très différent, le Green IT, donc les contraintes environnementales et du droit de l'environnement qui pèsent sur l'IA et l'hébergement, et par extension, enfin par proximité, on va dire, les questions de souveraineté, dont vous êtes deux sujets dont pour le coup, Louise, vous êtes vraiment experte. Oui, et que je vous propose tous les deux ensemble. Très bien. Donc, sur le premier sujet de l'environnement, l'impact environnemental dont on a un peu parlé sur la table ronde précédente, ça c'est vrai que c'est un vrai sujet de préoccupation hein, notamment pour nous. Donc, on opère des data centers, on assemble vraiment nos serveurs. Donc, c'est vraiment
quelque chose qu'on a à cœur de limiter l'impact environnemental. Et on sait que l'usage des entreprises va être de plus en plus... et pas que entreprise, de l'IA va être de plus en plus important et que ça demande en fait, ça demande des capacités de calcul importantes, comme ça a été mentionné sur la table ronde précédente, ça demande tout dépend de quel type de modèle on parle, mais si on est sur des modèles LLM, ça demande des puces spécifiques qui sont encore plus gourmandes en énergie. Et donc la façon dont nous, en tant que fournisseurs de cloud, on peut y répondre, il y a différentes choses. Il y a vraiment, en termes de, on va dire, industriel, trouver des façons de réduire l'impact environnemental au moment pendant la durée de vie du serveur, pendant l'utilisation. Donc on sait ce qui consomme beaucoup d'énergie dans les data centers, c'est la climatisation. Et nous, ce qu'on fait depuis déjà de nombreuses années, et finalement sans lien avec l'IA, c'est d'utiliser des technologies plutôt de refroidissement à l'eau qu'on applique du coup sur les puces qui sont spécifiquement utilisées pour l'IA, les GPU, et ça permet en fait de réduire la consommation énergétique pendant l'utilisation, la durée de vie en fait du serveur. Donc ça, c'est un premier type de solution. Autre chose, comme nous en fait on assemble nous-mêmes nos serveurs, ce qu'on peut faire c'est aussi du recyclage, de la réutilisation de composants. Et autre chose, c'est également de se dire comment on adapte, comment on se dit que par rapport à l'usage, dans certains cas, on en a un peu parlé dans la table ronde précédente, on n'a pas toujours besoin d'un modèle très gros. Pour certains cas d'usage, on n'a pas forcément besoin d'un LLM, on peut avoir besoin de modèles plus simples. Donc déjà, je pense que c'est d'inciter aussi les entreprises à se dire par rapport à ce que je veux faire, de quel type de modèle j'ai besoin. Et en fonction de ça, et ça c'est là où c'est notre rôle par rapport à quel type de modèle dont j'ai besoin, utiliser la bonne infrastructure et ne pas utiliser des puces qui soient surdimensionnées par rapport à l'usage. Ça, c'est aussi une autre piste. Après, ce qui est vrai, et ça a été mentionné dans la table précédente, c'est qu'aujourd'hui, il y a assez peu de fournisseurs différents de GPU. Donc ça, c'est sûr que pour nous, c'est quelque chose aussi auquel on est confronté parce qu'on a peu de fournisseurs différents. Et donc, ce qu'on espère, et c'est un peu en train de se passer, c'est qu'il y a aussi d'autres acteurs qui émergent et qui proposent des solutions qui, du coup, là, pour plutôt s'attaquer à la partie construction vraiment, parce que nous, on peut agir, en fait, sur la partie utilisation, durée de vie du serveur, de la puce, mais sur la partie construction, il faut que ce soit les fabricants de ces puces qui puissent aussi agir à ce niveau-là. Donc on espère qu'il y a des acteurs européens qui puissent émerger. Et là, on est plus dans le droit de la concurrence que dans le droit de l'environnement. Oui. Oui, c'est-à-dire, mais en fait, disons que ça impacte de fait quand même... Ouais. Mais ça impacte le fait qu'il y ait peu de fournisseurs, ça impacte aussi le fait que du coup il y a peu de choix en fait de solutions qui soient plus ou moins, on va dire, avec un impact plus ou moins réduit sur l'environnement. Et une autre piste, enfin une autre chose en laquelle nous on croit, c'est en fait et qu'on essaie de développer, c'est de donner le plus de transparence possible sur voilà, par exemple je suis une entreprise, j'utilise un modèle d'IA pour telle chose. En fait souvent on se rend pas compte de quel impact on va avoir sur l'environnement, et donc c'est pour ça que nous on propose, je pense qu'il y a d'autres acteurs qui font de même, ce qu'on appelle une calculatrice carbone, c'est-à-dire que nos clients quand ils utilisent un produit, ils sachent exactement c'est quoi l'impact, voilà, s'ils vont utiliser ce produit-là, c'est quoi l'impact chez eux d'un point de vue... alors pour l'instant on le fait d'un point de vue carbone, mais après on veut aller plus loin aussi d'un point de vue consommation d'eau, parce qu'on sait que dans les data centers il y a aussi la consommation d'eau. Donc ça c'est aussi une autre façon d'agir. Je vais vous poser la même question que tout à l'heure, régulation ou réglementation? Et puis je la poserai à Benjamin Duchaffault. Oh bah tiens, non, à vous, Louise. Oui, qu'est-ce qui faut-il que le droit accompagne la technologie alors qu'elle change à tout moment, ou faut-il s'appuyer sur votre bonne volonté? On va dire, c'est les deux. Nous, on est vraiment, on va dire, très proactifs, mais on est aussi complètement en faveur que le droit accompagne. Et aussi, ce qu'on fait, je vous parlais par exemple de l'exemple de la calculatrice carbone. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit audité, et on le fait par des tiers. Et toujours effectivement qu'on s'en remette pas juste à la bonne volonté de ce que va dire un fournisseur, mais que ce soit une méthodologie fiable qui soit auditée, où il y ait, voilà, s'il y a une régulation auquel on se fait conforme, bien évidemment.
nous, du coup, on avance à notre rythme et si on va plus vite, tant mieux. Mais Benjamin Duchaffault sur l'aspect green. Ou l'aspect green ou l'aspect régulation, réglementation Les deux. La régulation ou réglementation sur le green. Alors, de manière générale, il y a quand même deux philosophies. C'est vrai qu'on a tendance à dire que certains pays, notamment les États-Unis, innovent et l'Europe réglemente. Donc c'est vrai qu'on est dans un continent qui a traditionnellement plutôt une tradition de réglementation, j'espère aussi d'innovation, mais peut-être qu'à un moment donné, il faudra peut-être changer aussi de paradigme. Sur la réglementation, comme je l'ai dit, on est tout à fait bien sûr favorable. Après, c'est quel type de réglementation ? On a, et on en a parlé beaucoup en droit d'auteur, mais ça peut aussi être le cas pour l'intelligence artificielle, la notion de fair use aux États-Unis. Fair use, c'est une notion qui a centenaire et qui permet éventuellement de s'adapter aux nouvelles technologies, effectivement d'avoir des exceptions pour accompagner les nouvelles technologies, alors qu'en Europe et en France notamment, on a tendance à lister des exceptions et de s'en tenir à cette liste sans pouvoir tellement en sortir. Donc c'est deux approches différentes, je ne vais pas donner mon avis là-dessus. Sur l'aspect green, encore une fois, et je vais peut-être vous décevoir, mais l'IA n'a pas fondamentalement changé la nécessité d'optimiser les ressources et d'économiser l'énergie. Les data centers, par exemple, consomment énormément d'énergie, ma collègue l'a dit. C'est même, je crois, un des tout premiers postes de dépenses de Google et d'autres, c'est l'énergie consommée par la data center. Donc effectivement, on n'a pas attendu l'IA qui va peut-être encore demander plus de ressources pour optimiser. Et d'ailleurs, paradoxalement ou pas, l'IA permet aussi d'optimiser les ressources. C'est que dans la gestion des serveurs, la gestion des connexions, l'IA permet aussi d'optimiser la consommation au millimètre près, si je puis m'exprimer ainsi, et du coup de réduire la consommation. Pour les data centers, il y a deux objectifs chez Google. C'est être neutre en carbone d'ici 2030, ça c'est l'objectif. Et en attendant 2030, de faire une compensation intégrale. C'est-à-dire que dès que, effectivement, on compense le bilan carbone qu'on génère par des actions environnementales, type panneaux solaires ou éoliennes. Et sur les data centers, il y a aussi une politique qui est suivie depuis très longtemps et qui s'appliquera aussi pour l'IA, qui s'applique déjà pour l'IA, c'est d'effectivement faire du refroidissement naturel, plutôt que d'avoir des climatiseurs, essayer d'aller dans des régions froides, en Finlande par exemple, et si on veut un schéma très basique, mais ouvrir les fenêtres avec l'air conditionné naturel lié dans ces régions, plutôt que d'effectivement de consommer l'électricité avec des climatiseurs branchés 24 heures sur 24. Donc il y a énormément de techniques qui sont effectivement, ce sont des standards de l'industrie, on n'a pas forcément inventé, on n'a rien inventé de spécial, mais l'IA ne fait qu'exacerber cette nécessité et l'objectif neutre en carbone d'ici 2030 reste le même. Comme l'heure tourne. Oui, peut-être juste parler un petit peu de souveraineté, comme l'heure tourne effectivement, avant de passer au sujet suivant, parce que la protection et la souveraineté des données dont on a parlé dans la table ronde précédente, c'est aussi un des risques majeurs et une des préoccupations que nous on voit au sein de nos clients qui est clé en fait. Une entreprise, une administration, elle va pas se lancer dans un cas d'usage d'IA tant qu'elle n'est pas certaine de l'usage qui sera fait de ces données, de sa propriété intellectuelle. Et c'est vrai que ce qui est plus complexe, on va dire, par rapport à avant, c'est qu'il y a des données qui vont être hébergées quelque part. S'il y a dans une solution, différents modèles d'IA qui sont utilisés, des flux de données qui vont aller vers différents endroits en fonction de quel type de modèle il s'agit. C'est un modèle d'OpenAI sur un serveur de Microsoft. Voilà, il va y avoir des flux de données, donc ça va encore plus complexifier, je pense, pour les entreprises, la compréhension de ce qui est fait exactement de l'usage de leurs données. Et donc là, nous, ce qu'on pense, c'est qu'en fait, le mieux, encore une fois, c'est la transparence. Donc, c'est-à-dire que la régulation puisse permettre en fait aux entreprises d'avoir une vision la plus claire possible de ce qui est fait de leurs données. Et donc nous, en attendant, ce qu'on propose, c'est des
faire en sorte que les environnements de données soient le plus sécurisés possible. Mais encore une fois, sur ces sujets, pour revenir à votre question d'avant, on est en faveur que la réglementation puisse permettre cette transparence et puisse faire en sorte que les entreprises, les administrations, ça ne soit pas un frein à leur transformation, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'expérimentation, et c'est un peu aussi ce que je pense que la sénatrice disait en introduction, il y a beaucoup d'expérimentations de POC qui sont faites dans les entreprises, mais qui ne passent pas forcément à l'échelle, alors parce que des fois, on ne sait pas forcément déjà identifier quel est le bon cas d'usage qu'on veut développer dans son entreprise, là où ça aura de l'impact, mais aussi pour ces raisons de protection des données, on n'ose pas forcément franchir le pas. Et l'autre point, je pense, qui a été un peu évoqué quand on parlait aussi d'écosystème, c'est de faire en sorte que on ait un écosystème européen qui soit suffisamment fort et on ait des alternatives européennes. Donc, on ne se repose pas uniquement. On parlait de Microsoft et de Copilot. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'alternative à Copilot pour une entreprise qui voudrait. Gemini. Il y a peu d'alternatives, on va dire. Et donc, faire en sorte aussi que les entreprises et les administrations puissent choisir, en fait, des acteurs européens qui soient des vraies alternatives, qui soient performantes et qui soient ambitieuses d'un point de vue souveraineté et protection des données. Comme l'heure tourne, je vais vous proposer de réfléchir à vos questions pendant que je pose la dernière. Et je ne vais pas vous donner la parole, Emmanuel Legrand. Je vais juste résumer le fait que le lobbying, une des grandes bagarres de lobbying autour du RIA ou de l'AI Act, a été entre le monde de la culture, qui voulait une intégration du droit d'auteur dans l'AI Act, je simplifie certainement éhontément, et le monde de la tech qui fait que les modèles open source ont obtenu des exceptions et puis des exceptions dans les exceptions, tout ça pour protéger un champion français et un champion allemand. Mais sinon, et c'est la tech qui a gagné dans le RIA. Mais en matière de droit d'auteur, Grégoire Loiseau, est-ce que, il était assez clair dans la table ronde précédente que le droit d'auteur est de nouveau sous pression, et sur sa définition, sur le domaine où il s'exerce, puisque on le voit, les problèmes avec l'intelligence artificielle s'étendre vers des attributs de la personnalité, comme la voix. Est-ce qu'aujourd'hui, le droit d'auteur vous semble pouvoir s'adapter à l'intelligence artificielle telle qu'elle évolue, ou est-ce qu'il faut commencer à penser un droit de l'IA? Et après, j'ai plus de questions, donc ça sera votre tour. Je dis ça tombe bien parce que celle-là, elle est bien. Écoutez, s'il vous plaît. Je vais essayer d'être bref. Je vais essayer d'être bref sur le droit d'auteur. Déjà, beaucoup de choses ont été dites sur la question de la propriété des données. La grande question l'une des questions en tout cas principales qui est posée aujourd'hui, c'est qu'on est en présence de deux systèmes de conception du droit d'auteur. Il y a la conception anglo-saxonne du copyright, qui est une conception, pour résumer, pour caricaturer, économique, propriétariste, et qui peut très bien coller à des créations par l'intelligence artificielle, sera propriétaire des droits d'auteur, sera titulaire des droits patrimoniaux sur l'œuvre, le propriétaire de l'IA. On peut très bien concevoir ainsi les choses. Et puis la conception romano-germaniste, en tout cas française, allemande, même s'il y a des variables, qui est la conception personnaliste. L'auteur, c'est un créateur, et le créateur, c'est un être humain. Quand on voit aussi aujourd'hui sur le marché de l'art des œuvres qui se vendent à plusieurs centaines de milliers de dollars, créées par des intelligences artificielles, à qui attribuer le droit d'auteur, aujourd'hui, je n'ai pas la clé. C'est un des grands débats sur l'un des droits qui devra être reconsidéré, revu, arbitré. Il faudra bien faire des choix pour déterminer qui est l'auteur. De mon point de vue, et c'est là que j'aborde la deuxième question, step by step, autrement dit, pas à pas, on a ce monument qu'est le règlement IA. Je pense que 2 ans pour se l'approprier, c'est pas long. Je rappelle, sans faire injure à personne, hein, mais qu'en 2016... J'ai entendu un non, c'est pas long, à ma droite. Oui, non, mais c'est pas long, c'est très court, pour le dire autrement. Je me souviens,
quand le RGPD a été adopté en 2016, il y avait 2 ans, et beaucoup d'entreprises, je ne fais de procès à personne, mais beaucoup d'entreprises ont pratiqué la politique de l'autruche et ont ressorti la tête du sable en 2018 quand le règlement est entré en application. Je pense que sur le règlement IA, déjà, se préparer à son entrée en application est déjà en soi un travail, une activité qui prendra du temps pour les concepteurs, pour les juristes des entreprises. Pourquoi c'était bâché? Parce qu'il y a d'autres briques à mettre en place. On a parlé tout à l'heure du droit de la responsabilité. Bon, il y a la brique du droit d'auteur. Autrement dit, la perspective d'un droit de l'intelligence artificielle, elle est lointaine. En tout cas, tel que nous concevons dans notre système juridique un droit, quand on vous parle du droit des contrats, du droit de la responsabilité, du droit du travail, du droit de la concurrence, que sais-je encore, qui suppose un ensemble homogène et cohérent de règles, on n'y est pas. On n'y est pas, et c'est normal. Si on y était dans un temps aussi court, je crains que le travail ne soit pas bien fait. Laissons-nous du temps pour faire du droit. En revanche, ce qui est utile et, de mon point de vue, nécessaire, c'est un droit de l'IA entendu comme des règles spécifiques prenant en considération cet objet juridique spécifique. Alors, il y a eu plein de qualificatifs tout à l'heure et Maître, vous en avez donné beaucoup. Ce qui est certain, c'est que c'est un objet juridique, puisque désormais, il y a une définition des systèmes d'intelligence artificielle dans le règlement. Et cet objet appelle des règles spécifiques. Et de ce point de vue, il me semble qu'effectivement, un droit de l'IA se met progressivement en place, mais il ne faudrait surtout pas y voir un droit homogène. Pourquoi? J'en termine par là. Parce que le risque d'y voir d'ores et déjà un droit de l'IA, on aime ça, nous les juristes, hein, on est spécialistes d'eux. C'est le grand malheur, de mon point de vue, du droit de ces 50 dernières années, c'est qu'on est spécialistes. Alors, on est tous spécialistes de quelque chose, donc je vois déjà mes collègues spécialistes. Sauf vous, si j'ai bien compris. Non, pas moi. Moi j'aime bien... Non, moi, c'est mon côté ludique. J'aime bien parcourir différentes sphères du droit. Je m'ennuie autrement. Donc, je ne me mets pas à part. Je ne suis pas quelqu'un à part du tout. Hein. Voilà, le risque sur l'IA, c'est d'en faire un domaine de spécialité et d'assécher la matière. Si on en fait une matière de spécialité, on ne le verra plus que par le petit bout de l'IA. Et il est, je crois, important d'avoir le regard le plus ouvert possible, le plus transversal possible, d'intégrer les éléments de droit des personnes, de droit des contrats, de droit de la responsabilité, de droit de la concurrence, etc. etc. Donc, le droit de l'IA en tant que matériau qui répond à des questions qui sont posées, qui se poseront, oui. Un droit de l'IA construit comme un ensemble fini, non, en tout cas dans un temps court ou moyen terme. On se retrouve dans 50 ans et on parlera du droit de l'IA. Comme je ne vois pas de main se lever, sauf Gilles Rouvier. Alors, merci. Une remarque, moi je pense qu'il faut toujours revenir aux fondamentaux, au droit des contrats, à la propriété intellectuelle et aux principes de base, quelle que soit la technologie, quelles que soient les avancées. J'ai une question et une remarque en fait. En fait, 2 questions. La première, c'est sur l'entrée en vigueur du RIA. Ce que j'ai compris, c'est que le texte est voté dans sa version définitive. Il y a eu des correctums, il y a eu tout un processus de revue du texte, etc. Mais aujourd'hui, on a un texte qui est dans sa version définitive. Pour quelle raison, en fait, le texte ne sera promulgué qu'en septembre, si j'ai bien compris, et pas finalement comme c'était annoncé en juin, voire en mai? Je vais vous proposer de prendre toutes les questions et de les garder pour le tour de conclusion, comme la dernière fois. C'est clairement une question pour vous, Emmanuel. Et ma deuxième question, si tu permets, c'est sur l'open source. On en a parlé, mais j'ai l'impression qu'il y a une dichotomie, et ça m'intéresse d'avoir le regard du professeur Loiseau sur cette question. Il y a une dichotomie entre ce qui a été annoncé, ce qui a été poussé sur l'open source, qui répond au principe de transparence. Et alors sur l'open source, il y a toute une confusion entre l'open source et les data ouvertes ou l'open data. Tout le monde parle d'open source, mais en fait l'open source, traditionnellement, c'est du software développé selon une certaine façon en mode ouvert. Mais l'open source a été mis en avant dans la communication sur le RIA. Mais aujourd'hui, ce que je vois quand je prends les articles 5, 6 et 50 et qu'on les combine, c'est que finalement, toute la réglementation avec toutes les obligations de reporting, toutes les obligations de contrôle, toutes les obligations de certification, etc., pèse de la même façon
sur les opérateurs qui publient en open source que sur ceux qui sont en propriétaire. Donc comment expliquer cette dichotomie en fait? Est-ce que c'est par le jeu des modifications du fait du lobbying sur le texte qui est intervenu de façon assez forte que finalement l'idée de départ de mettre en avant l'open source a été pervertie? Est-ce que je me trompe dans l'interprétation des textes qui est possible? Quelle est la position par rapport à l'open source dans le RIA? Madame. Bonjour, Clarence Tokyo. J'avais une question à destination de Madame Magalès. Je souhaitais savoir quelle était votre position par rapport à l'autorisation de la CNIL sur l'hébergement de données de santé par Microsoft. Merci. On peut considérer que c'est une question technique. Madame, encore. Donc c'est toujours la question du secret, en fait, des affaires, parce qu'il y a la question de la vérité dans tous ces environnements-là, mais il y a aussi la question du secret, notamment avec le DGA, le Data Governance Act, où on mutualise les données et on va avoir des honeypots, où on va pouvoir vraiment savoir par secteur tous les secrets d'affaires industriels. Nous avons répondu sur l'article 5. Madame. Oui, par rapport aux droits des personnes, donc on nous a présenté là, le RIA comme un règlement produit. Et c'est vrai que ça soulève des inquiétudes parce qu'il n'est pas du tout perçu, je pense, comme ça par les citoyens et par les praticiens. Et donc, je pensais à un point assez concret. Donc, le RGPD, quand même, est construit autour de la possibilité de ne pas faire l'objet d'une décision automatisée. Enfin, la CNIL s'est construite à partir de ce principe-là. On a ce principe dans le RGPD qui a été transformé en droit français en interdiction des décisions automatisées. Et je me demandais si un système de prise de décision automatisée conforme au RIA ne risquait pas de se développer tranquillement sans du tout s'appuyer sur cette interdiction issue du droit de la protection des données. Donc on a bien parlé d'articulation des deux règlements, mais en fait, à vous entendre, je crains qu'ils se superposent sans se toucher. Merci. Est-ce que je peux juste vous prier de vous présenter d'un mot? Oui, je suis Élise Debiès et je suis avocate. Eh bien, je vous en prie, je crois que vous aviez beaucoup de questions, Emmanuel. Je peux... déjà, sur l'entrée en vigueur, alors peut-être que je me trompe, ça n'est pas une certitude, mais en fait, à la fin du processus, oui, il y a des accords politiques, donc plusieurs, parce que selon les formations politiques des groupes d'États membres qui se réunissent, il y a un certain nombre de règles à respecter, et des allers-retours aussi entre le Conseil et le Parlement. Et à l'issue, il faut traduire dans toutes les langues. Et je ne vous cache pas que sur des textes comme ça prend beaucoup, beaucoup de temps pour se mettre d'accord sur le moindre mot. Ah, mais je vous assure que ChatGPT, voilà. La traduction. Mais j'ai moi-même assisté à d'autres réunions, ne serait-ce que sur le Data Act. C'est très compliqué parce que on ne peut bien entendu pas changer le sens des mots, tout en essayant de faire comprendre que dans notre langue, ça ne veut pas forcément dire la même chose. Donc c'est surtout des questions purement logistiques en fait qui pourraient amener à un petit délai, mais encore une fois peut-être que je me trompe, avec un obstacle un peu très concret au milieu, c'est-à-dire qu'au mois d'août à la commission on ne travaille pas, c'est fermé, il n'y a personne. Donc si c'est pas fait en juillet, ça s'est prolongé en septembre. Sur votre question sur le RGPD, alors je ne vais pas forcément pouvoir vous répondre de manière très précise, mais alors oui, c'est une réglementation produit et je pense que je n'ai pas compté le nombre de fois où je l'ai dit en intervention, pas aujourd'hui, mais depuis 2 ans et demi, justement parce que exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire que ça n'est pas perçu comme ça. Et une fois que les gens, même des entreprises avec lesquelles je discute beaucoup dans le cadre de mes fonctions, que ce soit des grandes entreprises ou des startups, une fois qu'on a dit ça, ils commencent à comprendre finalement la logique derrière. Donc je suis d'accord avec vous, ça ne va pas être simple pour l'articulation avec le RGPD, notamment je crois que c'est l'article 22 de mémoire auquel vous faites référence.
encore une fois, on ne se place pas du même angle. C'est-à-dire que là, on se place effectivement dans la plupart des règles du RIA, pas exclusivement, j'en conviens, mais dans la plupart des règles, vous verrez qu'en fait, on se situe du côté comment on dit en français, provider, du fournisseur, pardon. Merci, à force de discuter qu'en anglais, j'en oublie mon français. On se situe du point de vue du fournisseur. Alors, il y a effectivement des règles sur les usagers, mais c'est aussi l'une des questions qui s'est posée. C'est-à-dire qu'il y avait des États membres aussi qui étaient prêts à mettre beaucoup plus de protection des utilisateurs finaux, si je puis dire. En l'occurrence, comme c'était une réglementation produit, finalement, ça n'est pas allé jusque-là, même si, au gré des négociations avec le Parlement européen, bien entendu, il y a des règles qui sont pour les utilisateurs. Mais l'idée de départ, c'était vraiment d'avoir de se dire, le RGPD, il sera toujours applicable du point de vue de l'utilisateur final. Ce qui manquait du point de vue de la Commission, et c'est la raison pour laquelle elle a proposé son texte comme comme il était en l'occurrence initialement, c'est de dire il manque tout le pan en amont, c'est-à-dire comment on fait pour avoir des systèmes qui intègrent le marché européen de manière plus sûre, le concept de trustworthy AI. Et donc on va agir en amont sur les fournisseurs qui vont être responsables de cette partie-là, en considérant que le RGPD, même un petit peu complété, pourra toujours protéger en aval. Or, je suis d'accord avec vous, à la fin, il y a quand même quelques confusions, ne serait-ce que sur les études d'impact sur les droits fondamentaux. Je suis preneuse de tout conseil. Je n'ai toujours pas compris combien de fois on va faire l'étude d'impact entre le RGPD, le RIA, le fournisseur, puis l'utilisateur, qui effectivement s'appelle déployeur désormais. Donc je n'ai pas compris combien de fois on va répéter l'opération. In fine, on attend forcément les lignes directrices de la Commission. Mais à nouveau, effectivement, initialement, le but, c'était bien de prévenir ce chevauchement. Pas certaine, effectivement, pour ne pas vous contredire, que ce soit totalement réussi à la fin. Louise Magalès. Oui, donc voilà, rapidement, par rapport à la question là, sur Microsoft et données de santé, malheureusement, moi, je ne serais pas la meilleure personne, on s'éloigne un peu du sujet IA pour y répondre, mais je pense juste que ça illustre, c'est le besoin d'avoir des acteurs européens qui aient des solutions suffisamment pertinentes pour éviter que voilà, des institutions françaises n'aient pas forcément le choix de quel serait leur fournisseur. Voilà, je ne peux pas forcément en dire plus. Et moi, peut-être juste en guise de conclusion, on a tout cet après-midi parlé de risques. Je pense qu'il ne faut pas que ça empêche quand même d'avancer. Et il y a des sujets sur lesquels, voilà, qu'on a conscience de ces risques. On sait qu'il y a des sujets sur lesquels ils vont être plus limités. Notamment, on a beaucoup parlé dans la table ronde précédente, par exemple, de la fiabilité. Mais on a dit aussi qu'il y avait des cas d'usage où c'était plus de la créativité qui était demandée, par exemple, un département marketing d'une entreprise, où on se dit que là, on peut très loin déployer des cas d'usage, ça va faire gagner du temps aux équipes, ça va en fait peut-être des choses qui étaient des irritants au quotidien, qui étaient des tâches un peu ingrates, leur permettre de gagner du temps. Donc je pense qu'il faut en ayant en tête tous ces risques, juste pas que ça empêche d'avancer. Voilà, moi c'est plus mon point de conclusion. Benjamin Duchaffault. Alors, juste peut-être pour rebondir sur les données de santé, mais il y a une recommandation intéressante, je ne sais pas si vous avez lu je ne l'ai pas lu entièrement, mais il y a une synthèse. Les 25 recommandations de la Commission de l'intelligence artificielle qui ont été remises à l'Élysée en mars dernier, donc c'est assez récent. Et effectivement, donc parmi ces recommandations, alors pour favoriser l'émergence de l'IA et permettre justement à la France et à l'Europe en général d'être un peu les leaders en la matière, il y avait pas mal de recommandations, il y en avait 25 au total. Et l'une d'entre elles, c'était on en avait déjà parlé, favoriser la puissance de calcul, permettre effectivement d'avoir l'émergence d'opérateurs qui permettent de mettre en place des data centers et pour avoir une puissance de calcul nécessaire aux entraînements de modèles d'IA. Ça, c'était un premier point. Et le deuxième point sur les données de santé,
il y avait une recommandation d'alléger, en tout cas, le régime de la loi française qui adapte le RGPD sur les données de santé et de passer d'une logique, non pas d'autorisation au préalable de la CNIL, avec parfois les délais qu'on connaît, à une logique plus flexible. Alors, d'autorisation par défaut, quitte ensuite à avoir les garanties nécessaires. Donc, sur les données de santé, ça a été identifié comme un frein, en tout cas par la Commission, à l'émergence de modèles d'IA, notamment en matière de santé et de traitement thérapeutique. Et ce sera votre mot de la fin? Il faut que ce soit le mot de la fin, oui. Parce que écoutez, non, j'ai pas d'autres conclusions. Merci beaucoup de votre invitation. Mais... Grégoire Loiseau. Alors, pour prendre les questions, mais j'ai pas de réponse sur l'open source. Peut-être ceux qui ont participé à la conception et au suivi du règlement, pourquoi effectivement ça a échappé finalement à la philosophie finale du règlement. Moi, j'en suis d'autant plus surpris, je ne vais pas être trop long, que le Parlement européen, qui a quand même largement revu le texte en juin dernier, enfin juin 2023, est allé dans un sens plus protecteur. Donc, on aurait pu penser que rejaillirait deux régimes, ou en tout cas une adaptation pour l'open source. Et effectivement, à la fin, on a le sentiment qu'on a un régime qui écrase les différents opérateurs. Même chose sur le secret, je suis désolé. On est dans un paradoxe extraordinaire. On revendique de la transparence et on permet la transgression des secrets. Je ne sais pas si c'est un paradoxe. Le secret des affaires, vous le savez, n'a qu'une valeur législative, donc on l'écrase facilement. Le secret de la vie privée, c'est un droit fondamental et lui, il faut le défendre. Et ça sera le mot de la fin, c'est le droit des personnes. C'est le droit des personnes, c'est le grand sacrifié. Alors, approche produit, on a compris. Mais les personnes et les choses. Quand on appelle un règlement approche produit, c'est précisément qu'on n'a pas d'approche en termes de personnes. La fameuse summa divisio des personnes et des choses. On n'en a pas beaucoup parlé, ça sera mon mot de la fin. La Convention cadre du Conseil de l'Europe. La Convention cadre adoptée le 17 mai dernier sur l'intelligence artificielle, les droits de l'homme, la démocratie et voilà, c'était le troisième, c'était les droits de l'homme, la démocratie et les États. C'est moi qui ai oublié la fin de l'intitulé. Cette convention cadre, elle est ouverte à signature en septembre prochain, et les États qui vont signer la convention cadre s'engageront à adopter dans leur droit national des règles préservant les droits de l'homme. La dignité, la vie privée, pour les deux qui me viennent à l'esprit, par une législation nationale qui pourra, le cas échéant, puisque l'Union européenne faisait partie des parties dans l'instance intergouvernementale, et on peut penser, j'en sais rien, mais que l'Union européenne ratifiera la convention cadre, eh bien, peut-être par ce biais-là, mettre des droits de l'homme, les remettre via la convention cadre et la concomitance des dates, même si elle n'a pas forcément été voulue, elle est quand même intéressante. Le 17 mai, le Conseil de l'Europe, le 21 mai, le Conseil de l'Union européenne adopte le règlement IA, à quelques jours près, les deux textes. Donc voilà, moi, vous avez compris que je suis un partisan de remettre du droit des personnes dans le droit des produits, ou de mixer le droit des produits et le droit des personnes. Et c'est peut-être le Conseil de l'Europe qui aura, pas le dernier mot, mais qui aura aussi son mot à dire. Il est temps, effectivement, que je passe la parole à Gilles Rouvier et Révan Malraux. Et je vais simplement vous prier d'applaudir encore une fois. Et Gilles, je te donne le bâton. Évidemment. Et merci à tous nos intervenants, sponsors, et pour la richesse de ces débats. D'une façon... Merci pour l'invitation aussi à ce bel événement. Et merci surtout pour ces deux très belles tables rondes qui ont été passionnantes pour moi, et j'en suis convaincu, pour l'ensemble d'entre vous. On voit que 2 ans de tapage médiatique autour de l'IA générative, mais pas que, n'ont pas complètement étouffé, en tout cas pas épongé et épuisé le sujet.
Pour ma part, je n'aurai pas non plus la prétention de l'épuiser, et encore moins si je veux tenir le calendrier qui m'a été donné, même si on est déjà un peu en retard. Donc, à travers les échanges de cet après-midi, finalement, il me semble que nous avons vu que la question aujourd'hui n'est plus vraiment d'interdire ou non l'IA, en tout cas pas en bloc de manière catégorique. Elle n'est pas non plus de réglementer ou non, puisque, on l'a vu aussi, les législateurs européens ont apporté un élément de réponse de poids. Alors, je ne rentrerai pas dans le jugement de valeur. Mais la question que je vous propose d'aborder aujourd'hui en propos conclusif, en essayant de rester court, je vous le promets, c'est plutôt la question sous-jacente à l'ensemble de ces questions qui ont été évoquées, la question de comment réguler l'IA. Et si j'ai le droit et le temps, à rajouter une sous-question qui est quoi réguler quand on régule l'IA. En effet, comment réguler une technologie ? Première question, déjà abstraite, assez difficile à répondre quand on est juriste, et c'est loin d'être trivial. Ensuite, comment réguler des techniques d'IA en particulier ? On voit que les enjeux sont multiples et on en est parfaitement conscient à la CNIL. On a parlé des enjeux techniques, des enjeux économiques, des enjeux sociétaux et évidemment des enjeux juridiques puisque n'oublions pas, comme cela vient d'être encore très récemment rappelé, les droits des personnes. Finalement, sans surprise pour la CNIL, le principal enjeu de la régulation, c'est finalement, en matière d'IA, de trouver le bon équilibre, et je crois que ça a été dit par Pascal Alix, trouver le bon équilibre entre d'un côté l'innovation et de l'autre le respect, le nécessaire respect des droits et libertés fondamentaux. Pour cela, nous avons déjà une boussole qui est évidemment le RGPD, et qui contient des principes suffisamment robustes et neutres technologiquement pour s'adapter. Et je remercie notamment Emmanuel Legrand d'avoir précisé ce principe de neutralité technologique, même si j'y reviendrai. Et des principes qui restent pertinents pour poser des bonnes pratiques qui, à l'image de la place des données au sein du deep learning, mais dans l'IA au sens plus général, doivent vraiment peser de tout leur poids, pour reprendre une expression qui a déjà été employée aussi. Je reviendrai aussi sur cette pertinence qui a été interrogée. La question a été bien prise. Passons donc au cœur de notre proposition, de notre question, si vous en voulez bien. Comment réguler l'IA ? La première réponse à cette question est pour nous de consolider notre expertise. Une expertise qui ne peut, et à l'image des deux tables rondes, être ni totalement juridique, ni totalement technique. Pour cela, à la CNIL, nous avons fait le choix de créer un service dédié à l'intelligence artificielle multidisciplinaire. Et donc là, on s'éloigne vraiment de la notion d'IA en tant que discipline, puisqu'il nous a semblé au contraire qu'il était absolument crucial, et encore une fois à l'image des débats d'aujourd'hui, de se nourrir de tout un tas d'expériences, de compétences nécessairement pluridisciplinaires et en mariant des doubles compétences lorsque cela était possible. C'est un service qui a été créé il y a 1 an, presque jour pour jour, et qui est le premier service hybride à être dédié à une technologie. Si ça vous intéresse, on aura largement le temps de parler du quotidien de son service, mais pour le dire schématiquement, il comprend à la fois des profils juridiques, dont le mien, même si j'ai une double compétence, mais je parlerai essentiellement d'un point de vue juridique, et des profils éminemment techniques, avec des ingénieurs experts de la régulation, mais experts aussi en deep learning. La première mission de ce service est donc de consolider, je vous le disais, mais surtout d'appréhender l'intégralité des enjeux dont nous avons eu un passage en revue non exhaustif, mais déjà assez complet et très intéressant, qui montre l'ampleur de la tâche assez vertigineuse. Ce qui m'amène à notre deuxième élément de réponse, qui est le besoin d'accompagner non pas la CNIL dans sa prise de décision, mais aussi à l'extérieur, et en particulier les parties prenantes. Cet accompagnement, qui doit lui aussi être à la fois technique et juridique, c'est finalement le principal axe de notre plan d'action en matière d'IA, qui a lui aussi été publié il y a un peu plus d'1 an, mai 2023, et qui concrètement se matérialise par la production et la diffusion de notre droit souple. Et là, je
rebondis sur la distinction bienvenue entre réglementation et régulation, puisque là, à partir de maintenant, je vais essentiellement vous parler de régulation, puisque les règlements que la CNIL a à sa charge ont déjà été écrits, en tout cas pour ce qui concerne la protection des données. Donc, merci pour ce rappel tout à fait utile qui me fait gagner pas mal de temps dans ma présentation. Vous avez peut-être déjà vu passer, lu, relu ou même contribué à nos recommandations pratiques pour le développement de l'IA. Et c'est précisément à ça que je fais référence quand je parle d'accompagnement des parties prenantes, puisque un premier rôle que nous avons à jouer est celui de clarifier les règles applicables, puisque le flou ne bénéficie en fin de compte à personne, et surtout pas aux droits des personnes qui sont les premières affectées et les personnes concernées évidemment au sens du RGPD. Nous y voyons bien sûr un besoin de sécurité juridique, et donc pour cela nous nous adressons aux praticiens du droit, directeurs juridiques, à cabinet d'avocats. Nous nous adressons aussi directement, et c'est là que la marche est parfois un peu plus compliquée à passer, à l'étape de la rédaction de nos recommandations, puisque nous avons vocation à être suffisamment concrets et opérationnels pour nous adresser directement aux responsables de traitement, voire aux équipes métiers et opérationnelles pour vraiment clarifier en détail ce que ces grands principes du RGPD neutre technologiquement veulent bien vouloir dire au quotidien. J'en profite pour prendre l'une des questions qui m'a été adressée, qui est celle de savoir si les modèles de fondation sont interdits par le RGPD. Ne serait-il pas formidable de pouvoir ouvrir le RGPD et de tomber catégorie par catégorie sur une réponse claire ? Malheureusement, et sans tomber dans le piège de la neutralité technique qui a été très justement souligné par Maître Alix, il nous faut quand même composer avec la neutralité technologique qui est celle de la lettre du RGPD, et donc constater que le RGPD ne liste pas ce qui est autorisé ou interdit de manière catégorique, ou en tout cas il le fait à de très rares exceptions, et rien n'est dit sur les modèles de fondation. Pas plus que le règlement sur l'IA qui, au contraire, les réglemente, et qui dit réglemente, dit autorise, dans notre tradition romano-germanique, qui a été soulignée par le professeur Loiseau. Il nous faut donc, pour répondre à cette question, rentrer dans le détail de l'application de ces principes à ces technologies qui sont en train de bouger et qui bougent vite, principe par principe, en essayant de tracer cette fameuse ligne d'équilibre entre d'une part l'innovation et de l'autre la protection des droits, qui est une question que d'aucuns pourraient qualifier de politiquement chargée, mais qui reste aussi juridique puisque soumise aux règles de l'état de droit dans le cadre de l'action de notre autorité administrative indépendante qu'est la CNIL. Pour finir sur l'accompagnement et l'ambition de nos recommandations, il y a bien sûr avancé et consolider un socle doctrinal suffisamment clair pour prendre des décisions, y compris à un stade ultérieur en termes d'application du RGPD. Et là, je parle bien de contrôle et de sanctions, le cas échéant. Mais il y a aussi la volonté de répondre dans l'intervalle à des demandes d'accompagnement plus ciblées, plus individualisées, puisque nous ne passons pas tout notre temps à rédiger des normes de droit souple, mais nous essayons aussi de répondre à un grand nombre d'acteurs au quotidien pour, d'une part, les aider, puisque c'est une des missions de la CNIL, même si elle est peut-être moins connue que celle de protection des droits par le volet répressif, mais qui nous permet aussi d'être au contact d'écosystèmes très variés pour comprendre vraiment les enjeux, les besoins et les contraintes parfois d'interlocuteurs et de parties prenantes qui sont très variés et qui nous sont extrêmement utiles pour nourrir, y compris ces travaux plus généraux dont je vous parle. J'en reviens donc, et je vous promets de voir la fin de ma présentation conclusive, sur la deuxième question sous-jacente, qui est, si vous vous rappelez, quoi réguler au sein de l'IA ? Pour cela, je vous l'ai déjà dit jusqu'à présent, notre boussole, c'est évidemment le RGPD. Et je vais me prêter à un jeu auquel on ne se prête plus assez souvent, selon moi, qui est celui de décomposer l'acronyme du RGPD pour rappeler, comme ça a été fait aussi tout à l'heure, que RGPD vaut bien pour Règlement général sur la protection des données. Il ne parle pas de protection de la vie privée, mais bien de protection des données.
J'insiste, puisque au-delà de l'amour des mots, il y a des conséquences, en particulier quand les mots sont au cœur de la définition d'un règlement aussi juridique. Et ce sont bien deux droits distincts entre, d'un côté, le droit à la vie privée qui a son article dédié au sein de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le droit à la protection des données qui en est un autre. Pourquoi souligner cette différence ? Parce qu'on réduit un petit peu trop souvent le champ de la compétence de la CNIL, mais le champ d'application du RGPD aussi, à la protection de la vie privée, alors que la protection des données a vocation à justement prendre en considération un panel de droits et libertés fondamentaux beaucoup plus large que le droit au respect de sa vie privée, par l'intermédiaire des risques que peuvent porter vis-à-vis des personnes des traitements de leurs données à caractère personnel. La place de la protection des données dans la régulation est donc d'autant plus grande qu'elle ne se limite pas à cette sphère privée, mais est bien plus large. Ceci étant dit, nous avons quand même conscience que le RGPD n'est pas le seul texte applicable, n'est pas la seule réglementation pertinente en matière de régulation de l'IA. Et on a bien sûr beaucoup parlé du droit d'auteur et du règlement sur l'IA, un règlement qui produit, je ne referai pas le match, mais qui s'adresse essentiellement quand même aux fournisseurs de systèmes d'IA, doit être articulé avec le RGPD, mais aussi avec un ensemble d'autres normes et de réglementations à la fois horizontales, mais aussi sectorielles. Ce qui fait qu'on retrouve cette inflation législative et cette frénésie qui est européenne, mais pas seulement, de textes qui doivent être imbriqués et compris les uns par rapport à les autres, par des acteurs qui y sont soumis, mais qui ne sont pas toujours outillés pour pouvoir faire face à cette complexité qui est juridique, mais je vous le rappelle, aussi technique, comme nous venons de le voir en permanence. Cette complexité normative est d'autant plus importante que beaucoup d'autres textes, notamment horizontaux en matière de régulation du numérique, s'appuient aussi sur des autorités de régulation qui, à leur tour, vont faire le même travail que la CNIL, à savoir produire leurs droits souples, et qui devront aussi s'articuler avec les droits souples potentiellement contradictoires ou en tension d'autres autorités. Et ce sera là d'ailleurs un enjeu absolument majeur de la bonne régulation de l'application du règlement sur l'IA, puisqu'on entend beaucoup, alors au-delà de la question ad nominem de est-ce que la CNIL sera la future autorité de protection en matière d'IA, ou de régulation plutôt, alors qu'en réalité, le texte nous indique déjà qu'il y a une multitude d'autorités compétentes. On parle des autorités de surveillance de marché sectorielles, on parle potentiellement d'autorités de surveillance de marché différentes en fonction des types de systèmes classés à haut risque par l'annexe 3 de ce règlement. Et donc, on voit que les enjeux qu'on connaissait déjà dans une ère pré-RIA vont être potentiellement démultipliés, puisqu'on rajoute une couche, deux couches, et c'est quelque chose qui est vraiment un retour qu'on a très souvent de la part des parties prenantes quand on les concerte ou qu'on les consulte dans le cadre de nos recommandations qu'on essaye de faire en tenant compte. Cette interprétation cohérente et harmonisée qu'il faudra faire avec le règlement sur l'IA dès demain, la CNIL essaye de le faire déjà aujourd'hui à son échelle. D'une part au niveau européen, avec ses homologues européens, à travers notamment des lignes directrices sur l'articulation entre le RGPD et le règlement sur l'IA que la CNIL mène au sein de ce CEPD. Pour clarifier notamment cette fameuse complémentarité et répondre à toutes ces questions que je n'aurai malheureusement pas le temps et le loisir de développer avec la documentation, l'AIPD, l'analyse sur les droits fondamentaux, l'impact sur les droits fondamentaux, mais aussi les questions sur l'articulation entre le contrôle humain tel qu'il est prévu dans une réglementation produit en s'adressant aux fournisseurs de systèmes, mais aussi de l'autre côté l'application du fameux régime de décision entièrement automatisé de la protection des données, tel qu'il existe depuis déjà plusieurs textes. C'est aussi cette interprétation harmonisée et cohérente, celle que nous visons à fournir, y compris au niveau national dans le cadre de nos recommandations, en prenant en compte ces règlements que l'on suit de très près, mais en travaillant aussi d'ores et déjà avec d'autres autorités de régulation, et aussi avec des écosystèmes variés dont je vous parlais.
Et là, vous voyez peut-être poindre ma conclusion, mais la CNIL est très soucieuse de tracer le bon équilibre entre, rappelons-le, l'enseignement et l'art de la répétition, rappelons-le, l'équilibre entre l'innovation d'une part et le nécessaire respect des droits des personnes d'autre part. Et pour ce faire, on a vraiment à cœur de tracer la ligne au bon endroit, en ayant conscience de tous les enjeux, mais aussi de toutes les contraintes de l'état de l'art qu'on suit vraiment au cordeau, en s'appuyant sur des communautés de parties prenantes qui sont encore une fois très variées, que ce soit dans la sphère publique, privée, des hubs, des incubateurs, ou la recherche, y compris académique, qui nous est extrêmement précieuse. Voilà pourquoi j'espère que dans la consultation publique qui vient d'être ouverte la semaine dernière et qui répond à des enjeux et des questions très complexes d'un point de vue juridique et technique, encore une fois, vous nous ferez part de votre contentement ou pas vis-à-vis de cet objectif qui est vraiment celui-là, de tracer le bon équilibre au bon endroit. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci pour cet après-midi très riche, beaucoup d'idées. Les débats seront rediffusés en intégralité. On va essayer de séquencer, mais l'intégralité des débats seront diffusés sur la chaîne Cyberlex YouTube. Alors, ça demande un peu de travail. Donc, ça sera, j'espère, avant l'été, ou sinon, au pire, en septembre, en même temps que la promulgation du RIA. Si tant est que ça intervienne en septembre, parce que j'ai eu une info entre-temps, il est tout à fait possible que ce soit mi-juillet. Voilà, donc suspense. Venez au cocktail, venez à Cyberlex aussi, vous êtes les bienvenus, candidatez, et puis voilà, retrouvons-nous autour d'un verre pour continuer les discussions. Merci à tous.